Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un artiste à la personnalité singulière et surtout déterminée. Une personnalité courageuse, une personnalité en or. Il a démarré enfant, tout petit, star du groupe Kids United. Enfant, vous imaginez ? Un artiste depuis l'enfance, donc qui assume son style et son genre androgyne. Envers et contre tout. Quitte à dire, je m'en prends plein la tête sur les réseaux, mais c'est cool, ça me donne de l'inspi. Casting Call, c'est votre coach audio pour vous guider dans votre cheminement artistique. Le but n'est pas de vous vendre du rêve, mais de vous dévoiler toutes les facettes du métier d'artiste, dont les critiques. Au fil des interviews, je remarque que beaucoup de mes invités ont été harcelés à l'école. Les critiques et la violence commencent malheureusement très tôt. Il ne s'arrête pas. Surtout lorsqu'on est médiatisé sur les réseaux sociaux et sous couvert de l'anonymat, les critiques fusent et les commentaires méchants sont monnaie courante. Comment l'expliquer et surtout y faire face ? Pour en parler, aujourd'hui, j'ai à mes côtés Nova, ex-membre des Kids United nouvelle génération, donc le succès, il le côtoie très vite. Enfant star dont on a pu suivre l'évolution. Aujourd'hui, jeune adulte, c'est en solo qu'il se lance sous le nom de Scène Nova et nous invite à découvrir son univers. Wow. Bonjour Nova. Bonjour. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2024 ? Eh ben, j'essaie. C'est un chemin qu'on essaie d'atteindre petit à petit. Donc, ouais, j'essaie de gravir les échelons comme je peux. Quel genre d'enfance as-tu ? Tu es né le 22 juillet 2004. Voilà, maintenant on connaît ton âge, 20 ans. Raconte, où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à Saint-Arnaud-en-Yvelines, donc dans une ville dans le 78, du côté de Versailles. Et j'ai bien grandi. J'ai bien grandi, ça a été assez cool. Mis à part toutes les critiques, évidemment, comme tu le disais, j'ai commencé assez tôt. Mais oui, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a soutenu très jeune, très tôt. Tu as des frères et sœurs ? J'ai des frères et sœurs, j'ai un grand frère et une petite sœur. Que faisait maman, papa ? Maman et papa, ils sont cavistes, ils sont toujours cavistes, Waouh ! du début jusqu'à la fin. Donc on aime déguster des bons vins chez toi et pas que. Alors moi, un peu moins, mais mes parents, oui, beaucoup. Et tes parents étaient plutôt ouverts à la culture sans être artistes ? Ouais, ils étaient partis. Bah, en fait, les deux, ouais, ils étaient très ouverts à la culture. Je saurais pas l'expliquer. Dès très jeune, ça n'a pas paru complètement impossible à leurs yeux que je puisse faire de la musique. Un peu plus ma mère, finalement. Elle était un peu craintive par rapport à tout ça et elle se disait que c'est un milieu qui est un peu compliqué. Elle regarde beaucoup de films et dans les films, souvent, c'est représenté comme un milieu qui est bercé par plein de choses, parfois nocives, surtout pour les très jeunes, ce qui n'est pas entièrement faux. Et, euh, et donc, elle avait peur des conséquences que ça puisse faire sur un enfant. Et voilà. Quelles sont tes origines ? Je suis du côté de ma mère camerounais et du côté de mon père franco-espagnol. Waouh ! Tu connais le Cameroun ? Alors, je connais pas le Cameroun malheureusement. Jamais. Je connais de nom. Je connais un peu la culture évidemment. J'ai beaucoup de tantes qui sont maintenant ici en France, mais je suis jamais allée au Cameroun malheureusement. Donc ton identité camerounaise, est-ce qu'elle est présente ou pas ? Eh ben, elle est très présente parce que ouais, la majorité de mes tantes sont ici et en fait, toutes les fêtes, on les fait ensemble et donc en fait, je baigne dans cette culture-là depuis le début et donc ouais, j'ai l'impression d'être presque plus camerounais qu'autre chose en fait. Ah ouais, tu as un Ouais. doux mélange parce que je te vois là, il est d'une rare beauté. Tu es troublant de cette mixité parce qu'on voit en toi le côté espagnol aussi. Ton père est donc d'origine espagnole et Ouais, français. ouais. Tu connais un peu les origines Je connais d'Espagne ? un peu les origines là, par contre, je suis déjà allée en Espagne, oui. De quel coin ?
Je suis allé à Barcelone Mhm. et oui, je connais un peu les origines, mais c'est vrai que c'est un peu plus flou, même pour mon père, c'est un peu plus flou. Tu imagines le mélange qu'il y a en toi? Alors là, je l'imagine pas, mais j'en suis victime et c'est positif, hein, franchement. Mmh. Alors petit, tu rêvais de quoi? Petit, bah, je rêvais de musique, je rêvais d'être sur scène, je rêvais de pouvoir transmettre un message. C'est quelque chose que je disais toujours à ma mère Déjà enfant? et oui, et oui, et je saurais pas expliquer, mais je disais à ma mère que, j'aimerais, et je prends l'exemple de Michael Jackson parce que c'est une légende intemporelle. Je lui disais: «J'aimerais beaucoup, en fait, qu'après ma mort, on se souvienne de moi, Hmm. que je puisse avoir marqué le monde, avoir fait quelque chose qui a du sens et qui a du poids», et voilà. Bon, c'est un challenge qui est très compliqué, qui demande, beaucoup de foi, mais De voilà. foi et de travail. Tu te souviens de ton premier souvenir artistique? Mon premier souvenir artistique, je pense que, ouais, je vais dire oui, j'ai pris des cours de chant très tôt. Mhm. J'ai commencé, il me semble à l'âge de 5 6 ans, vraiment très, très prématurément, et avec une excellente prof de chant qui s'appelle Marie, je lui fais un énorme bisou, et en fait, ça a duré des années et très tôt, en fait, je devais faire des espèces d'auditions à chaque fin d'année pour pouvoir, avoir des notes, pour pouvoir évoluer, et je pense que c'est ça mon premier souvenir, rentrer dans ces salles, d'examen en fin d'année en me disant: «Mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je Mais vais là, t'as réussir à quel retenir mes âge? parents?» Je pense que je devais avoir 8 ans, 9 ans au moment où j'ai passé ma première audition, quoi. Ouais. Ta première audition, c'était pour qui alors? Pour le conservatoire? C'était Pour ouais, pour le conservatoire, il y avait pas d'enjeu en fait, c'était vraiment, bah si, le petit enjeu c'était qu'après il y avait un petit spectacle et on nous positionnait selon, un peu, nos notes, Enfin, les enjeux du conservatoire, c'est quand même ultra strict, exigeant, rigoureux, ouais, c'est challengeant et puis ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. c'est clair, c'est clair. Alors raconte-nous comment tu arrives à intégrer et devenir membre de Kids United Nouvelle Génération. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu connaissais? Est-ce que tu voulais intégrer? Est-ce que c'était un désir? Est-ce que tes parents en avaient envie? Et bah, je connaissais le groupe, je pense comme la majorité des enfants, et j'avais pas forcément envie d'être dans un groupe, enfin, c'était pas forcément quelque chose que je rêvais parce que pour moi le groupe était déjà formé, la première génération. Mais tu t'imaginais chanteur? Je m'imaginais chanteur. Ah ok. Je m'imaginais chanteur, je savais pas comment, je savais que ça arriverait après mes 18 ans parce que ma mère m'avait dit: «Pas avant». Mhm. Bon, au final, l'histoire a été, différente, et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai intégré, un peu malgré moi, une classe, au collège qui était, tournée comédie musicale, D'accord. et je m'étais pas du tout inscrit, en fait. C'est mon prof de CM2 qui m'avait inscrit, «contre mon gré» entre grosses Parce qu'il guillemets. avait vu en toi un C'est ça. certain talent Il pour ça. savait que j'adorais chanter dans la cour de récréation, que j'étais un peu, comédien à mes heures perdues dans la récré, donc il s'est dit: «Mais pourquoi tu t'es pas inscrit?» Il m'a inscrit et il leur manquait des gens, donc je me suis retrouvé dans cette classe en 6e, où je devais, préparer un spectacle autour de Mamma Mia, Hmm. et très tôt, le prof a commencé à entendre en me disant: «Oh là, attendez, arrêtez de chanter», et a reconnu que ma voix sortait un peu, du lot. J'ai eu de la chance, et il m'a demandé de faire un solo qui était The Winner Takes It All sur, tout ce spectacle. J'ai fait ce solo en fin d'année, et dans la salle, il se trouvait qu'il y avait un monsieur qui s'appelle Laurent Berthaud, qui travaillait à ce moment-là un peu avec Bruno Berberès, qui cherchait justement des enfants pour The Voice Kids. Donc quand il me voit chanter dans cette salle, Et ça, c'était dans cette école au fin fond du c'est ça, 78? Et qu'est-ce exactement, qu'il faisait là, ce et monsieur? ben il habite là. Il Incroyable. habite là, ouais, il habite là, et donc ouais, c'est là Il qu'il te m'a repéré. repère. Ouais, il me demande très vite, «Est-ce que tu veux venir enregistrer une maquette chez moi?» Hyper bizarre, il Mais va là, à tu la as cave de mon 9-10 père. ans. Là, à ce moment-là, j'ai 11 ans. J'ai OK. 11 ans, et il va à la cave de mon père, il lui demande: «Est-ce que, votre fils peut venir chez Quand on moi dit la enregistrer une cave de maquette?» son père, c'est-à-dire la boutique où on vend des alcools. C'est ça. Oui, oui, oui. Et il lui demande si je peux enregistrer une maquette de All of Me. On OK. l'envoie à Bruno Et, Berberès. et tes parents, ils sont OK avec ça? Ma mère un peu moins. Elle se dit en fait, elle connaissait, Laurent, parce que, bah, dans la ville, on se connaît, mais elle était un peu, sur ses gardes. Elle Elle te se disait, lâche pas, elle t'accompagne partout, c'est elle ça? m'accompagne partout, elle était sur ses gardes, elle se disait: «Oh là, faut faire attention», mais elle s'est dit: «Bon, c'est une opportunité, c'est positif, il a envie de le faire». Et toi, tu avais envie? Moi, j'avais Tu étais envie, à fond? j'avais super envie, j'étais, OK.
Ah oui, non, non, vraiment, j'avais très envie, et puis c'était tombé sur moi comme ça, je m'étais dit: «Mais c'est le destin, enfin, c'est ce qu'on rêve, c'est des histoires Disney Mais Channel, ce ce genre qui de me truc». surprend, c'est qu'à 11 ans, une telle maturité et une telle détermination, comment un enfant de 11 ans a envie d'enregistrer, de chanter? Heu, C'était en Bah, toi. franchement, c'est Beyoncé qui m'a tout appris. Voilà, voilà. Non, j'ai observé, mes grandes Quand tu idoles dis et ça, c'est Beyoncé qui t'a tout appris. C'est quoi? C'est ton inspiration? c'est mon inspiration première. Je la trouve absolument iconique et pour moi, c'est le symbole de quelqu'un qui, va demeurer dans le temps et qui, même après sa mort, elle aura laissé, un héritage qui est énorme et Quand tu c'est dis qu'elle juste m'a tout appris, tu écoutes ce qu'elle dit, tu, ouais, alors j'essaie d'être un minimum influençable, même si c'est bien parfois d'être un peu influencé, mais Beyoncé pour le coup, je suis ouvert comme un livre, hein. À chaque fois mmh. que je regarde ses interviews, ses documentaires, ses concerts, pour moi c'est une charte. Je suis en train de suivre toutes les étapes et j'essaie de reproduire comme je peux parce que c'est, admirable. Mais c'est intéressant de savoir que les artistes peuvent influer une Ouais, vraie, détermination, une vraie envie. Donc là, tu ouais, dis: «OK, j'y vais, maman, je veux y aller. ouais. Fais-moi confiance», elle t'accompagne et t'enregistre, c'est ça? Exactement. J'enregistre donc cette maquette de All of Me de John Legend et le lendemain matin, donc moi j'avais, presque oublié, je m'étais dit: «On n'aura pas de réponse avant des mois». Réponse de Bruno qui me dit: «Bah, viens sur Paris pour, C'est te Bruno présenter». Berberès qui t'appelle? C'est en fait, il appelle, Laurent qui me rappelle D'accord. et qui m'explique tout ça en me disant: «Il faut aller sur Paris assez vite, il faut rencontrer, la production». Il me semble que c'était, Endemol à cette époque-là ou Mmh. donc voilà, plein de choses que j'avais pas du tout conscience, en fait, donc je me Et là, retrouve tout de maman suite t'accompagne propulsé. toujours? Maman m'accompagne, soit elle, soit mon père, parce que parfois elle était un peu, elle était ma mère dès qu'elle a un petit peu peur, elle a pas envie de me voir triste, elle a pas envie de me voir échouer. Je pense que c'est normal pour une mère, mais mon père, il a plus, ce courage de m'accompagner et de voir et Mmh. il a pas peur que si j'échoue de devoir me récupérer. Donc il y avait des moments où parfois elle disait à mon père: «C'est toi qui vas l'accompagner parce que s'il se passe un truc mal, je veux pas voir. Je veux Oui. pas voir, je veux juste que ça se Je passe veux bien». pas le vivre. Non, elle voulait pas le vivre, non, non. Et alors? Et alors donc je rencontre les équipes de The Voice Kids. C'est un monde que je découvre à 100 que je ne connais pas, donc je me dis: «Waouh, c'est assez fou» et puis, à ce Quand tu dis moment-là, les membres, alors tu as rencontré qui? à The Voice Kids, toutes les équipes, je saurais même plus dire, il y avait Barbara qui s'occupait de nous interviewer, je me souviens. Il y a des Heu, coachs, il y a des il coachs. y a des animateurs aussi, enfin des Ouais, animateurs, des nounous qui sont là pour c'est savoir ça, si tu vas bien. Il y a une exactement. psychologue, je Il y a une crois, psychologue, égalogue. ouais. Ouais. Ma coach vocale d'ailleurs à ce moment-là, c'était Marlène au tout début, OK. qui maintenant est dans la Star Academy. En tout cas, pour expliquer que c'est tout ça est très bienveillant, on fait Ouais. très attention. Les parents sont autorisés même à ce moment-là ou pas? Oui, je pense qu'à toutes les étapes, ils sont autorisés. Il y a peut-être juste un petit moment où beh, chez le psychologue, typiquement, que là, on est vraiment, plongé avec la psychologue pour pouvoir, se livrer comme on veut et le moment aussi des interviews pour qu'on puisse pas avoir peur de dire quelque chose avec nos parents. Mais bon, moi, c'était pas trop mon cas, donc non, on Et était là, hyper l'aventure de Voice et commence. là, l'aventure The Voice commence. Comment tu l'as vécu? Mais je l'ai, franchement, c'est des souvenirs qui sont un peu flous parce que c'était tellement intense, mais à la fois, j'ai l'impression que c'était mêlé de plein de choses, de plein d'émotions, de plein d'envies et donc je me souviens juste de ce petit moment où je monte sur scène et je vois les pieds des coachs en dessous de leur siège. Je suis tétanisée, je suis complètement tremblotant et je me dis: «Mais qu'est-ce qui va se passer, en fait? Qu'est-ce qui va se passer?» J'entends la voix de ma tante qui était dans le public, en fait. Je l'entends un peu crier, je me dis: «Oh là, je chante bien, mon Dieu» et je me mets à chanter et puis, bah, voilà, c'est un peu comme un flou à ce moment-là, je sais pas trop ce qui se passe. C'est ça que je trouve assez magique, c'est que, on dit souvent, il y a ces phrases qui disent: «Oui, quand, ils sont jeunes, ils montent sur scène et puis c'est là qu'ils se révèlent» Ouais. et en fait, je trouve ça vrai parce que je l'ai vécu, en fait, j'étais incapable pour moi de me dire que j'allais pouvoir faire tout ça, mais c'est premier degré parce qu'en fait, j'étais dans un flou total. Je savais pas ce qui se passait, j'étais juste en train de chanter et je sortais ce qu'il y avait en moi et donc ouais, je saurais pas décrire la sensation qui était en train de se passer à ce moment-là. Et là, tu es Et allé là, jusqu'où? le coach se retourne, je suis allée jusqu'en demi-finale. Demi-finale. Demi-finale, ouais, ouais, ouais. Et alors ensuite, The Voice Kids se Ouais. termine. Comment tu sors de cette aventure? Un peu frustré, fier de toi?
Déçu? Un T'aurais voulu aller mélange. jusqu'à la finale? J'étais content de mon parcours. Mmh. Aller en finale, c'était pas forcément alors j'aurais été très content d'aller en finale, mais être demi-finaliste, j'aurais pas pu rêver mieux. Enfin, je m'en attendais pas plus, c'était très bien. Mais, je suis quelqu'un de très exigeant, de très perfectionniste et donc mes prestations en elles-mêmes, j'avais toujours une frustration, en fait. Je ressortais toujours très frustré en me disant, «J'ai pas assez bien chanté, c'était pas assez bien, c'était pas entièrement tout de moi». Et j'arrivais pas à mettre les mots dessus, j'arrivais pas à comprendre pourquoi, j'arrivais pas à tout donner de moi. Le moi dans ma chambre, le moi qui chante tout seul, Mais parce qu'il y avait, des lumières sur toi, il y avait les exactement, coachs, il faut quand même être drôlement préparé. exactement, ouais. Même si on dit que les enfants ont cette, Ouais. audace et ce petit truc en plus, Ouais, ouais, parce ouais. que vous êtes un peu inconscients les enfants, donc Mmh, vous mesurez pas trop le risque. c'est ça. Est-ce qu'un enfant a quand même le trac? Est-ce que tu avais le trac? Parce qu'il y a les lumières, il y a les projos, il y a les Ouais, caméras, c'est dur de ouais. Un enfant a est-ce quand que tu même le étais trac, ouais. traqueur? Ouais? Alors, c'est oui, j'avais le trac. J'étais pas tétanisé de stress. J'arrivais plutôt bien à gérer mon stress. C'est quelque chose que j'ai toujours, gardé. Mais c'est vrai que oui, enfin, comme tu le dis, il y a un moment où on est, propulsé, on voit des caméras de partout, il y a un public devant nous, il y a un enjeu, même si on n'en a pas entièrement conscience, mais il y en a quand même un. Il y a des lumières, donc on a forcément, cette peur d'échouer, de Mmh. chuter, de pas réussir et ça m'est arrivé, vocalement en tout cas, ça m'est arrivé de faire des choses, sur lesquelles, je m'étais dit: «Mince, ça c'est pas ce que j'avais Mmh. révisé, c'est pas ce que je voulais montrer». Mais en fait, à ce moment-là, le travail qu'il faut faire, avec soi-même, c'est se dire que c'est, comme ça que ça devait se passer. Et maintenant quand j'avais un petit peu de mal à regarder mes prestations au début, et maintenant quand je les regarde, j'ai cette fierté de me dire qu'en fait, c'était comme ça que ça s'est passé et c'est exactement comme ça que ça devait se passer. Du début jusqu'à la fin, avec toutes les fêlures, toutes les petites cassures de voix, en fait, c'est comme ça que ça devait se passer et j'en suis, très fier. Et là, ça se termine, tu retournes à l'école, tu Oui, retournes chez toi. ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu reviens au point zéro, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant?» Tu es dans quel esprit? Bah, à ce moment-là, en fait, The Voice, s'est enregistré plusieurs mois avant la diffusion. Donc quand je rentre chez moi, je me dis, «Je vais juste attendre et j'attends que ça soit diffusé». Donc en fait, j'avais pas le stress de me dire: «Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va me repérer?» Je me disais: «Rien n'est encore joué, j'attends de voir ce qui va se passer à la télé et puis on verra». Et en fait, c'est assez marrant parce que, je venais de m'acheter je me suis pas acheté, mes parents venaient de m'acheter un piano. Et donc j'étais en train d'apprendre au piano plusieurs chansons et les chansons en fait qu'on conseille aux plus jeunes à apprendre au piano, c'est les chansons des Kids United en fait. Et donc j'étais en train de jouer au piano des chansons des Kids United en me disant: «Oh, c'est marrant et tout». J'essayais de me renseigner un peu, je me disais: «Putain, c'est marrant, il y a des enfants qui font encore de la musique, après The Voice Kids». Je me disais: «En fait, il y a peut-être un avenir après The Voice Kids». Donc tu l'avais imaginé. Je l'avais imaginé. Je m'étais dit: «Il y a peut-être un avenir», bon après ils sont que 5 sur une centaine d'enfants qui font The Voice Kids. Je me suis dit: «C'est absolument impossible qu'il se passe quelque chose pour moi, mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà fait cette aventure-là, on verra ce qui va se passer plus tard». Et puis, bah, j'en avais quand même un peu parlé avec ma mère. Je lui avais dit: «Voilà, s'il se passe un truc comme ça, est-ce que toi, tu serais d'accord?» Elle m'avait dit: «Pourquoi pas? Pourquoi Mmh. pas? Maintenant que j'ai vu ce qui s'est passé à The Voice Kids, j'ai vu que tu savais gérer le truc, que parfois il y avait des trucs, des moments, négatifs d'un point de vue d'émotion parce que parfois tu es triste, c'est normal, mais tu as réussi à les gérer donc en vrai de vrai, on verra, s'il y a une opportunité». Et puis, bah, on m'appelle en mai, avant Incroyable, 2 mois, 3 mois avant la diffusion de The Voice Kids. incroyable. On m'appelle et on me dit, «Bonjour, j'aimerais bien vous faire, auditionner pour, un album reprise de Sardou, de Michel Sardou, en fait». Et donc je me dis: «Oh là là, mais c'est absolument génial, The Voice n'est même pas encore diffusé, que j'ai potentiellement la chance de pouvoir, faire un autre projet». Et donc j'accepte très vite. On se rend sur Paris avec mes parents et je Donc passe, ça, c'est en 2018, ça c'est en 2017? En 2017. 2017, ouais. Et ta première, c'est l'album Sardou et nous, c'est Sardou ça? et nous, exactement, où OK. j'interprète, la Java de Broadway. Waouh, Ouais. et tu pars en tournée. Et je pars en tournée avec cet album et donc en fait, la formation devient Kids United and Friends. Donc and Incroyable. Friends, Iliana et moi qui sommes, des ex The Voice Kids et d'ailleurs, bah, Iliana qui était déjà ma meilleure amie pendant The Voice Kids. Donc en D'accord. fait, la retrouver dans ce projet-là, c'était juste, incroyable. Je me suis dit: «Mais c'est comme en fait partir en colonie de vacances et te retrouver avec une amie d'école» et tu te dis: «Mais incroyable, on est tous les 2 ensemble, dedans». Donc Alors 3 années, de 2018 à 2021, intenses.
d'albums, de tournées. Raconte-moi ta vie d'artiste à ce moment-là. Tu enchaînes les clips, les concerts, les rencontres, des fans, mais tu as des fans. Alors, Mhm. comment ça se passe? Quel enfant, parce que là, à l'époque, tu étais Dylan. Ouais. Tu étais Dylan. Alors, quel enfant étais-tu? Quel artiste étais-tu? Quelle relation tu gardais avec l'école, avec les petits Ouais. camarades? Et quel enfant étais-tu devenu? Eh bien, à ce moment-là, j'étais toujours un enfant plein de rêves qui était en train de vivre littéralement son rêve. Donc, de monter sur scène, de faire des tournées. Enfin, en fait, je le voyais tellement pas comme un travail, alors que c'est un travail. Mais je le voyais pas comme un travail, quoi. C'était ma colonie de vacances, c'était mon activité extrascolaire. C'était absolument merveilleux. Et en fait, on pouvait s'épanouir avec d'autres enfants parce qu'il y avait aussi le point en moins de ne pas être seul, ce poids-là que je pouvais ressentir. Enfin, c'était pas un poids qui était négatif, j'étais très content d'être tout seul à The Voice Kids, mais là, en fait, on était tous ensemble pour se soutenir et en fait, on s'appuyait un peu sur l'épaule de l'autre. Et à ce moment-là, dans le groupe, moi, j'étais le grand frère, j'étais le plus grand et enfin, en tout cas, j'ai essayé d'être celui qui allait un peu prendre les choses en main. S'il y avait des interviews, j'allais parler. Il y allait avoir des textes à apprendre, c'était moi qui allais donner l'initiative et je prenais ce rôle-là avec grand plaisir. Et quel rapport tu gardais avec l'école? Ça te plaisait d'aller à l'école encore? J'étais très content d'aller à l'école et j'ai toujours été un élève sérieux parce que j'aime beaucoup l'école. Bon, j'aime moins les maths, évidemment. Je suis artiste, Mhm. mais j'aime beaucoup l'école, oui. Et j'avais toujours un lien important avec l'école et particulièrement par rapport à ma meilleure amie, en fait, Mm. Joy, qui en fait m'accompagnait tout le temps. Et même si elle vivait pas cette aventure avec moi, Kids United, j'avais l'impression qu'elle la vivait quand même avec moi parce que dès que je rentrais en fait de ces tournées le week-end ou le mercredi, c'était avec elle que j'allais débriefer, que j'allais lui raconter toute ma vie extérieure. Et donc, oui, j'étais très content de l'école, même si évidemment, l'école c'est l'école, le collège c'est le collège. Mm. Et faire un projet comme ça, qui s'appelle Kids United, où tu es exposé tout le temps, ça t'expose aussi à avoir des remarques de tes camarades, parce que tout le monde ne comprend pas toujours ce que c'est d'être exposé jeune. Est-ce que c'est là, tu nous as laissé entendre que tu avais été embêté, voire harcelé à l'école? Ça a Ouais. commencé quand? C'est Ça a commencé dès le début de Kids United, en fait. Dès le vraiment, ça a début. été le début. Ouais, dès le début, dès qu'il y a eu les Avant, tu premiers n'avais clips. jamais rencontré de méchanceté, de... J'avais rencontré des méchancetés, mais je pourrais pas dire que c'était des méchancetés qui étaient particulièrement ciblées sur moi. Je pense que quand on est dans la cour de récréation, si on observe bien, tous les enfants en prennent un peu pour pour leur C'est grade. terrible, ça, c'est vrai, hein? C'est vrai, Hmm. c'est terrible, mais c'est vrai, je pense que les enfants sont moqueurs et je pense que même moi, à un âge, j'ai pu être même moqueur, en fait. Hmm. Je pense que tous les enfants, enfin, et c'est pas du tout une fierté, je pense qu'à cet âge-là, et je parle bien de la maternelle et de la primaire, en fait, on vit dans une sphère où on est tout le temps dans la comparaison et de grandir en fait, on taille notre personnalité, je pense, à ce moment-là. Hmm. Et l'enfant se compare aux autres. Et donc, très vite, dès qu'il y a un peu de différence, ou dès qu'il y a pas forcément de différence, mais que quelqu'un se rentre dans le moule, en fait, dès que tu es une personne, tout simplement, tu te retrouves confronté à des petites remarques. Mais à ce moment-là, je pense que moi, comme tous les enfants, on était exposé à des petites critiques, des petites remarques, mais qui, en toute honnêteté, alors, c'est jamais positif des critiques, mais je pense qu'à ce moment-là, ça taille aussi une personnalité, comme je le disais. Donc, je le prendrai pas comme un mauvais souvenir. C'est vraiment à partir de Kids United où là, en fait, on dépasse le sphère d'un enfant, Ah. d'une vie normale. Hmm. On passe dans une sphère qui est complètement différente, quoi, où en fait, on est adulé par des enfants qui sont hors de notre école ou parfois dans notre école. Et donc, en fait, là, ces enfants-là qui sont avec nous dans cette école ne comprennent pas ce qui se passe parce que eux, leur vie se limite en fait à cette école-là, à vivre, à aller dans cette école, apprendre, à faire des activités extrascolaires et à peut-être imaginer un jour grandir et faire quelque chose. Et là, moi, à cet âge-là, et comme tous les autres kids, on se retrouve confronté à quelque chose qui est un métier d'adulte dans une vie d'enfant. Hmm. Donc c'est marrant, Et quand tu racontes l'harcèlement à l'école, ouais. comment elle s'exprime? Il s'exprime par des moqueries, par des moqueries
Oui, quotidienne où en fait, sur la tournée Kid A Kid, moi je chantais, un solo de Mike enfin sur des chansons de Michael Jackson, les plus grands hits de Michael Jackson et donc en fait, quand je retournais, à l'école, j'avais ce groupe d'enfants qui, ne cessaient pas en fait de me faire des remarques par rapport à ça, de chanter des passages ou bien alors de reproduire certains mouvements que je pouvais faire sur les Hmm. tournées ou parfois même certaines interviews que j'allais faire à cet âge-là, on allait me redire des phrases que je pouvais dire et en fait, ça paraît anodin, mais c'est des remarques, on n'a pas envie d'être confronté à ça quand on Hmm. rentre à l'école, on a juste envie d'apprendre, d'être, de se confondre dans la masse et là, on se retrouve sans arrêt tiré hors de notre enfance et de notre, droit de Qu'est-ce que ça a grandir comme un enfant. provoqué chez toi? Hem, je saurais pas dire ce que ça a provoqué, je pense que c'était, d'un côté, ça a provoqué énormément d'indépendance parce que je me suis rendu compte très vite que, si je m'attardais sur toutes ces, critiques, sur toutes ces remarques, j'allais pas en finir. Hmm. J'allais pas pouvoir, continuer, j'allais pas pouvoir en fait et j'avais envie d'assumer aussi ce que je faisais. J'ai jamais eu honte de faire partie de Kid United, jamais eu honte de faire The Voice Kids, jamais eu honte de faire tout ce que j'ai fait et donc en fait, le fait qu'on me fasse croire qu'il faut que j'ai honte, qu'on se moque de moi par rapport à ça, j'arrivais pas à comprendre et à associer qu'est-ce qu'il y avait de honteux. Pour moi, il y avait rien d'honteux en fait, j'étais en train de monter sur scène devant 5000 personnes tous les week-ends, c'est tout sauf une honte. C'est Tu en parlais à exactement, tes parents de ces problèmes? hem pas vraiment. Pas vraiment parce qu'on avait toute la pression à gérer du côté de la vie, publique, que en fait, si je leur racontais en plus la pression, à l'école, je pense qu'ils auraient été submergés par Tu rapport à tout imagines comme ça. c'est riche, tout ce que tu racontes? Un désir d'artiste assouvi par The Voice Kids, Ouais. par ce groupe, ces tournées, mais quel enjeu aussi, Mmh. c'est-à-dire que tu as été médiatisé, ça chamboule ta vie de famille Ouais. aussi, ta vie à l'école, Ouais. cette rencontre dont un jour tu parleras, douloureuse, mais rien n'est plus intense que ce désir artistique. C'est Ouais. assez fou Ah ouais. et je peux te dire que les gens qui nous écoutent, les parents vont un peu flipper. Mais ce qui est intéressant de Ouais. retenir, c'est qu'il ne faut jamais pousser les enfants. Non, Que si l'enfant est un artiste, il va pouvoir dépasser tout ça. Et complètement. que ne faisons pas peur. Mmh. Mais ce sont des réalités. Mais raconte-nous comment s'est terminée cette aventure qui a duré 3 ans. Elle s'arrête en 2021. Ouais. Comment et pourquoi? Alors, cette aventure, elle était, intense sur tous ses aspects. Elle nous a tout appris, aux enfants, comme aux parents. Elle nous a vraiment absolument tout appris et donc comment elle s'est terminée, c'est un peu flou même pour moi. C'est un peu flou. Je saurais pas exactement l'expliquer. Je pense qu'on arrivait à un moment où tout le monde commençait à grandir et on avait une tournée qui était prévue, juste avant que le covid, frappe, qui a été évidemment annulée. Mais je pense que certains avaient envie que ça se termine et qu'il y avait un moment où en fait, c'est c'est compliqué de l'exprimer parce que tout est toujours lié avec cette fameuse personne. Mais mais oui, je saurais pas trop rentrer dans le détail, mais disons qu'il y avait un moment où en fait, il fallait que ça s'arrête. C'était pas mon désir que ça s'arrête, mais voilà, on est arrivé à un point où il y avait plus forcément quelque chose à montrer, en tout cas tous ensemble, et qu'on devait peut-être, commencer à montrer, nos chemins individuels et à vivre, par nous-mêmes. Voilà. Covid, ça s'arrête. Ouais, Et Nova, et sa Nova. nouvelle image et Mmh. la naissance de Nova Ouais. apparaît. Après une telle médiatisation, comment rebondir? Tu étais jeune, tu évolues ensuite, tu deviens Mmh. un jeune adulte d'une grande beauté. Je te regarde Merci avec beaucoup. ses yeux et forcément tu trouves ton style et tu l'assumes, mais les gens ne comprennent pas forcément. Ouais. Ça m'intéresse de connaître ton point de vue sur cette époque révolue, mais qui reste néanmoins qui tu es aujourd'hui, ton Mmh. histoire. Et en même temps, on te ramène toujours à ton passé en te disant tu es Dylan des Kids Ouais. United. Mmh. Mais qui est Nova? Ouais. Bah, Nova, déjà, ce nom, ce nouveau nom, j'avais besoin de repartir à zéro, de faire page blanche et Nova, ça veut dire nouvelle étoile. Donc, pour moi, ça faisait sens. J'avais envie d'être cette nouvelle étoile et de briller par ma propre lumière parce que ça a été très difficile pour moi après les kids de moi qui me voyais toujours seule avant les kids,
toute cette aventure Kid, je me suis tellement mis dans le projet et dans l'ambiance d'être un membre du groupe et pas d'être un artiste solo, que le fait de devoir repartir à zéro, je me suis dit, waouh, faut que je réapprenne qui je suis en fait. Qu'est-ce que c'est que Nova, qui est même Dylan en fait. Et tout Je ça, ça a savais été plus. pendant le Covid, Tout pendant ça, le ça a été, ouais, confinement. pendant le Covid, exactement. Grosse introspection. Introspection sur ma vie, sur mes choix, sur mon avenir. Est-ce que j'avais besoin de faire une pause après les kids? Est-ce que je devais tout de suite réenchaîner? Enfin, je savais pas quel était même mon son musical. J'avais plein de questions qu'il fallait que je me pose à moi-même et je me demandais aussi, est-ce que tout ça en valait la peine? Je me Tout suis ça de posé la quoi? Le question. passé, ton aventure Kids United? Ouais, j'ai fait. Euh, c'est une histoire assez. Enfin, c'est pas très. Enfin, si, c'est un peu drôle. Mais en fait, pendant le Covid, j'étais en appel tous les soirs et toute la journée avec une amie. Je Hmm. fais un gros bisou à Nina. Et en fait, on a fait une introspection ensemble. On appelait ça la bulle. On se mettait sous notre couette. Et tous les soirs, on réfléchissait en fait à nos vies qui sont très différentes. Nos vies sont très différentes. Non, Mhm. Oui, j'arrive plus à parler. à vos vies qui sont très différentes. Exactement. Et en fait, j'ai fait cette espèce de papier où je cochais tout le positif et tout le négatif. Et je me suis demandé euh, combien il y avait de positif, combien il y avait de négatif, et surtout, est-ce que le négatif était plus fort que le positif? Donc, est-ce que ça avait encore du sens pour moi, maintenant que j'allais rentrer dans ma majorité, de continuer? Est-ce que j'avais encore quelque chose à dire? Est-ce que j'étais capable de repartir et de reprendre des coups de bâton tout seul? Et là, tu avais 14 ans, À ce moment-là, j'avais, non, je pense déjà 16 ans. 16 ans. J'avais 16-17. Alors ça, c'est un sacré conseil. Ça s'appelle la pensée créatrice et l'écriture créatrice. Est-ce que tu le Je l'ai savais fait inconsciemment. inconsciemment? Mm. Comment fais-tu dans des moments de doute pour rester accroché à tes rêves et Ouais. objectifs? Donne-nous ce conseil pour les membres de casting.fr. Eh bien, vous faites votre liste avec le pour et le contre. Et faut être très honnête. Faut être vraiment très honnête avec soi-même et être transparent et vraiment aller jusqu'au bout du négatif et aller jusqu'au bout du positif. Et ça prend du temps. On n'a pas la réponse à la fin de la liste. Moi, j'ai eu besoin de terminer ce confinement pour relire la liste plusieurs fois et me demander objectivement qu'est-ce que j'allais faire de la suite et est-ce que vraiment le pour était vraiment assez fort. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que je sais pas si ça va à l'encontre du propos, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que le négatif, en tout cas dans ma liste, était plus fort. Et pourtant, même après avoir fait tout ça, je me suis dit, mais en fait, ça servait à rien de faire cette liste parce que je sais que je vais continuer À être chanteur, à à être être chanteur, à artiste. faire tout ça. Donc, même si mon analyse finale était contre, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a tout ça, enfin, je peux pas supporter tout ça. C'était pas possible. J'avais l'impression d'être complètement fou parce que je m'étais posé une question à laquelle j'avais déjà une réponse depuis le début, qui était, tu vas continuer dans tous les cas, tu ne peux pas t'arrêter. Et tu le disais justement, c'est viscéral. C'est littéralement impossible. Enfin, en tout cas, pour moi, je m'en rends compte et j'espère, non, j'espère pas, c'est horrible parce que c'est vraiment mon art et je vis de ça et j'aime. Mais enfin, après tous les coups de bâton que je peux me prendre sur Terre, et même si ça continue éternellement, j'ai l'impression que je suis incapable de m'arrêter. Quel autre coup de bâton? Les autres coups de bâton, c'est ceux du public, ceux du grand public. Et c'est simple, un projet comme celui que j'ai fait avec les kids et même comme The Voice Kids, c'est exposer à absolument tout le monde. Tout le monde. Et j'irai pas jusqu'à dire que toute la France a vu mon visage, ça serait sûrement pas vrai, mais beaucoup de gens. Et je m'en rends compte encore maintenant parce qu'on me reconnaît encore Mais ça, pour c'était ça. plutôt positif. C'est extrêmement positif ça. Maintenant, ce qui est négatif, c'est que quand on est, je pense, exposé à ce point-là, autant mis à nu et qu'on a, ou pas forcément, mais et qu'on a une différence aussi marquante que la mienne, mais je précise le ou pas forcément parce que les autres kids s'en sont aussi pris, alors que pourtant il y en a certains qui rentrent parfaitement dans le moule, et tant mieux Mais pour eux. est-ce que cette médiatisation est la même que Bob Sinclair, Joe Starr, Patrick Bruel, Arthur? Est-ce que d'après toi, c'est la même chose ou la tienne est différente? Je pense qu'elle est un peu différente parce que on m'a connu pour un concept. Je pense que ça serait plus comparable peut-être à des personnes qui à l'heure d'aujourd'hui, ont fait typiquement la Star Academy ou des télécrochets. En fait, pour moi, quand on rencontre un artiste à travers un concept, c'est positif parce que le feu brûle très vite, mais Mm, il brûle aussi très fort. mm. Et donc, dans ces flammes-là, il y a énormément de,
de critique, en fait, sur tout ce qu'on peut être et De méchanceté. de méchanceté. Mais alors, ce qui est finalement incroyable, c'est que tu as cassé l'image de Dylan, Mmh. des Kids United, pour créer Nova. C'est ça. Qui était Dylan? Dylan, c'était, et c'est, quelqu'un qui manque énormément de confiance en soi, qui manque, énormément oui, de croyance sur soi-même, sur sa vie et j'en avais ras-le-bol de rester dans ce moule-là où, en fait, Dylan était complètement, ouvert à tout ce qui allait se passer. Donc autant au positif qu'au négatif. Mais Dylan J'allais, était un enfant. Dylan était un enfant Et et les enfants, complètement, et je me blâme pas du tout pour tout ça, mais c'est vrai que, hem, je tout le positif, je le prenais à 100, ce qui est génial, mais tout le négatif, je le prenais aussi à 100, et je me remettais en question tous les 2 jours, en fait, c'était mais interminable. ce Dylan et ce 100%, enfin, ce que tu recevais du public, c'est parce que tu avais été cassé par cette mauvaise personne que tu avais croisée. Je Si pense tu que c'est n'avais pas parti. reçu cette agressivité et ce que tu as traversé avec cet homme, tu n'aurais pas eu cette même expérience peut-être. Je pense que j'étais, en effet, dans une configuration où j'étais ouvert à prendre tout ce qui allait se passer, en fait. Donc tout ce qu'on allait me lancer, j'allais, le recevoir. J'allais pas, le montrer. J'ai fait un maximum pour ne jamais le montrer parce que c'était important pour moi de ne pas, faire croire, en fait, que c'était un calvaire de vivre ce rêve-là, parce que ça n'est pas le cas. Mais je ressentais quelque chose qui était extrêmement sombre et enfin, c'est pas du tout le positif et de dire aux gens que c'est, que c'est horrible parce que c'est faux et je suis encore là et tout va très bien, mais je m'endormais tous les soirs, en rêvant d'être quelqu'un d'autre, en Mm. rêvant de vivre dans la peau de quelqu'un d'autre, en rêvant de me réveiller et d'avoir aucune conscience de qui j'étais avant et d'être une nouvelle personne. Alors que tu vivais l'apogée d'un désir et d'un rêve que de devenir un artiste et Complètement. d'être dans. Mais tout ça était finalement parce que tu as été blessé. Tu décris le personnage comme un alien aux traits Mmh. androgynes. Qui est Nova finalement? Nova, c'est justement, C'est toi. c'est moi, mais c'est le défenseur de Dylan, Nova. C'est celui qui vient devant et qui s'assume à 100 et qui part au front, en fait. Qui a une croyance, contrairement à Dylan, en moi, en ce projet, en tout ce qui peut se passer. Et donc Nova, c'est la personne que à long terme, j'aimerais à 100 être et croire. J'aimerais que Nova et Dylan ne fassent qu'un et qu'il n'y ait plus, ces moments, à 100 de Dylan et ces moments à 100 de Nova parce que j'ai l'impression d'être justement cet alien. Et quand je dis alien, c'est plus d'être aliéné en fait avec Mm. moi-même, où en fait je vais avoir les opposés, le moi qui va se regarder dans le miroir et qui va se dire mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as aucun intérêt, enfin tu ne sers à rien, et le Nova qui va monter sur scène et qui va se dire super, je suis incroyable, je sais performer, oh waouh, je sais chanter. C'est exactement ça. Et tu as une carrière à refaire quand Nova donne naissance. Tu repars à zéro. Tu passes beaucoup de casting aussi, Oui, ouais, notamment de casting de comédie. ouais. Raconte. Écoutez, en fait, j'ai fait beaucoup d'années de théâtre et donc je suis passionnée par le cinéma, par l'acting, par la comédie. En fait, j'adore, je suis absolument fan et je pense que c'est, une passion qui est peut-être équivalente même au chant et que j'aimerais extrêmement développer sur les futures années parce que je me rends compte que je suis beaucoup moins sensible lorsqu'il s'agit de la comédie, en fait. Tout ce qui est comédie, je suis tellement moins, j'aime la critique dans la comédie, j'aime qu'on me dise: «Refais», j'aime recommencer, j'aime, aller jusqu'au bout et je dis pas que j'aime pas aller jusqu'au bout et que j'aime pas la critique dans la musique, mais je dis que c'est différent parce que j'ai l'impression que quand on critique l'artiste musical que je suis, je le prends beaucoup plus mal que si on me critique sur mon jeu, en fait. Et j'adore la comédie, j'aimerais beaucoup, l'approfondir même si, avec la personnalité, des réseaux sociaux que j'ai en fait, qui est très tournée sur mon androgynie, pas que c'est incompatible, mais c'est difficile de je pense même pour les directeurs de casting, j'ai l'impression, hein, c'est mon analyse, de se projeter, lorsqu'il y a une identité aussi, marquée et aussi forte sur les réseaux sociaux et de se dire que et de ne pas en fait, de ne pas reconnaître qu'il y a peut-être quelque chose
sous tous ces artifices, Mmh. sous tout ce maquillage. Je me dis: «Bon voilà, ça va». Tu te maquilles si bien, je te regarde Merci depuis beaucoup. tout à l'heure. Mais alors justement, l'androgynie, Ouais. elle est née à la naissance de Nova, mais je pense qu'enfant, Dylan, tu étais déjà, quand on Ah oui. revoit tes photos, tu es d'une finesse. On dirait une petite fille, Ouais, mais parce que c'est ta beauté, c'est ta finesse, c'est ton complètement. mélange. Le côté guerrier, c'est ton côté camerounais. Et cette beauté féminine hispanique aussi. Donc finalement, c'est juste l'acceptation de ce que tu es. Complètement. On ne te demande pas qui est ta sexualité, ou c'est Complètement. juste que, en plus, c'est hyper tendance actuellement. Donc Ouais. l'androgynie, finalement, quelle est la définition de ça? Es-tu un homme, es-tu une Ouais. femme? Ouais, c'est C'est ça, ça? exactement, enfin mais c'est marrant, c'est un mot androgyne qu'on m'a la première fois que j'ai entendu ce mot, c'était et je l'embrasse, c'est Sabrina Lonis qui a été un énorme soutien pour moi parce que c'était, chorégraphe, de la Bien tournée de Kids sûr. United et elle a été un énorme soutien pour moi et vraiment je veux le Elle a le créé une école préciser. récemment. Elle a créé une école et Sabrina, en fait, a été la première re à lorsqu'on faisait les répétitions sur le Michael Jackson, en fait, sur la chorégraphie, à me dire: «Non seulement tu es très beau», ça m'a fait énormément de bien que quelqu'un du médium dise ça, Ouais, moi aussi, vraiment. je te le dis Merci depuis beaucoup. tout à l'heure. Merci, mais vraiment, je pense qu'à ce moment-là, j'en ai aussi Hmm. besoin, mais j'en avais vraiment besoin à ce moment-là parce que j'avais l'impression de pas avoir ma place du tout et elle me l'a beaucoup dit et elle m'a comparé à Mika donc, je connaissais Mika évidemment, mais j'avais jamais fait le lien du tout et elle m'a dit: «Mais en fait, tu as une beauté qui est androgyne». C'est la première fois que j'avais entendu ce mot-là et je m'étais dit: «Waouh, qu'est-ce que c'est?» Mais tu sais que depuis tout à l'heure, quand je te regarde, tu ressembles à Michael Jackson. Est-ce que Michael Jackson se posait toutes ces questions? Michael Jackson était un artiste avec un talent fou Mmh. qui faisait ce qu'il voulait de sa vie. Et s'il Mmh. avait envie de changer sa teinte de peau, s'il avait envie de Ouais, changer, juste il chantait et il dansait et on ne disait rien. bien sûr. Et il ne se posait aucune question sur. Donc en fait, Mmh. être androgyne, Ouais. c'est. C'est pour moi en tout cas, il y a pas de d'explication. C'est ce que je suis, c'est ce que j'ai toujours été et même si là, on arrive à un stade où je l'exploite encore plus parce que je me maquille, je me coiffe, enfin, j'essaie d'aller Et jusqu'au tu bout te parce que mets en j'aime. péril parce que j'imagine que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux ou dans la rue ou dans le Mmh. métro, je ne sais pas si tu prends le métro, mais Ouais, ouais, on doit. Est-ce qu'on te critique et en même temps on est dans la tendance? ouais. C'est plutôt tendance aussi, ou je me trompe? Oui, alors c'est vrai que c'est de plus en plus tendance et honnêtement tant mieux parce que je pense qu'il était temps, ça n'a pas toujours été ça Que on me l'a ça bien soit fait en comprendre. Amérique du Sud, en Bien sûr. Espagne, Mmh, de toute manière, il y a toujours un homme avec les cheveux longs, des ongles longs, complètement. ou pas. Ouais ou pas. Et aujourd'hui, la liberté est libre et on fait un peu ce qu'on Bien veut. sûr, c'est la pluralité qui fait la beauté du monde. Tu t'exposes à des attaques et des critiques. Voilà. Et oui, complètement et en fait, c'est là où en fait je suis encore confrontée à un mur par rapport à ça, parce que je n'ai pas le choix. Je ne me laisse pas le choix et c'est pas du tout une obligation, c'est juste que c'est réellement moi. Il y a zéro, je ne force pas, je ne pousse pas le bouchon, je n'essaie pas de me maquiller comme ça pour provoquer une réaction sur les réseaux. Tant mieux si ça le fait parce que on vit dans un monde où, malheureusement pour promouvoir sa musique, il faut aussi réussir à capter l'attention et tant mieux, mais je ne le fais pas. En fait, je me mets pas en scène, je suis pas un clown. Je Hmm. me mets en fait, j'essaie juste d'être, à 100 moi-même et de m'exprimer jusqu'au bout, et ça s'exprime par, tailler mes boucles jusqu'à la dernière et me maquiller avec un threadliner. Et lorsque Nova naît, tu sors un premier single intitulé Insolente C'est ça. qui dévoile cette métamorphose. C'est plein d'autodérision Oui, autour des critiques que tu ouais, peux recevoir. Justement, toi, les critiques, ça t'inspire, c'est ce que tu ouais. dis. Tu en reçois beaucoup, on l'a compris. Comment tu le vis encore aujourd'hui? Hem et bah, malheureusement encore mal. Ah, Alors, non, il y a franchement, c'est par période. Je pense que de toute manière et j'en parlais avec une amie qui est photographe et qui vit un peu ça à une autre échelle, hem, je pense qu'être artiste de toute manière, c'est des montagnes russes. C'est des montagnes russes, on est sans arrêt confronté en fait, en tant qu'être humain à à l'approbation, à la critique, on est sans arrêt, mis à nu. Donc c'est normal, je pense, d'avoir ces montagnes russes-là et j'ai des périodes où je vais être complètement, protégée par rapport à tout ça et d'autres périodes où tout le contraire, comme, ces 2 dernières semaines où j'ai vécu, encore une fois, des vidéos enfin j'ai posté des vidéos sur mon compte Instagram qui ont encore fait énormément parler et je me suis posé énormément de questions sur quelle est la sécurité sur Instagram? Je me hmm. suis interrogé ça, j'ai justement parlé de ça, dans un post hier, je me suis demandé: «Mais qui, contrôle?
Quel est le contrôle? Comment ça se passe? Je sais Hmm. pas. Tu es Mmh. androgyne, Ouais. paradoxal. Tu es Mmh. très paradoxal entre critique et visibilité. Ouais. Tu es un philosophe pour moi. Tu te poses beaucoup de questions. C'est assez paradoxal parce que les critiques aident pour les statistiques sur les réseaux. Ouais. C'est dur, c'est ce que tu dis, Mmh. puisqu'encore hier, tu t'es posé des questions. Ouais. Tu as du mal à gérer la douleur que ça te fait vivre. Mmh. Alors, je suis sûre que tu saurais nous donner des tips pour se protéger des critiques en tant Ouais. qu'artiste. Est-ce que tu en as? Bien sûr, bien sûr. Je pense que le premier, c'est d'être entouré. C'est le tout premier que je pourrais dire. Je parlais d'indépendance au début, mais je pense qu'il y a aussi, l'indépendance, tu la trouves quand tu as un entourage sur lequel tu peux te reposer à 100 et avec qui tu peux parler de tout ça. Et la raison de pourquoi ces 2 dernières semaines ont été compliquées, c'est parce que je n'ai pas appelé, mes connaissances, je n'ai pas vu mes amis, j'en ai pas parlé, en fait. J'étais complètement enfermée parce que je sais pas, j'étais dans un flou dans ma vie et puis c'est justement quand j'ai pris, la peine de raconter tout ça à m à pas forcément mes pa si j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé à mes meilleurs amis et je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne me touchait pas. C'est pas les critiques en elles-mêmes qui me touchent, c'est l'impact que j'ai sur moi que moi-même j'ai sur moi-même. La curiosité que j'ai d'aller voir ces critiques et le fait de vouloir satisfaire quelque chose. Alors qu'en fait, en prenant un coup de fil, tout simplement, en appelant des gens et en parlant, à ton entourage, tu te retrouves tout de suite sorti de tout ça et en fait, je en à peine un appel, enfin, sérieusement, en 30 minutes, je me suis rendu compte à quel point, d'un coup, toute cette peine-là n'avait plus aucun intérêt pour moi, là où 2 minutes avant, il y en avait. Donc je pense que c'est mon premier conseil. Le deuxième, c'est aussi de ne pas lire, contrairement à ce que je fais. Même si parfois c'est bien de lire, parce qu'il y a plein de gens qui disent des choses extrêmement positives, et si je suis honnête, je reçois plus de messages positifs que négatifs, je pense, à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est trop cool et j'en suis extrêmement reconnaissant. Mais c'est bien parfois aussi de prendre ses distances et de ne pas lire. Et le troisième conseil, il est lié avec le deuxième, c'est de vivre dans la vraie vie. Cette vie-là sur les réseaux sociaux, elle est superbe. Elle peut être extrêmement positive, mais ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel, c'est une vie qui est complètement idéalisée, qui est teintée par des paillettes et ces paillettes, parfois, tu peux en avoir un peu trop et ça peut te monter à la tête comme tout le contraire. Mais en fait, il faut juste vivre dans la vraie vie. C'est tellement confortable de sortir dehors, d'aller au restaurant, de vivre, enfin, de se promener, de marcher à pied jusqu'à sa maison, de Châtelet jusqu'à chez moi, 30 minutes à pied. Non mais sérieusement, c'est des choses qui sont tellement belles et qui me font tellement du bien. Et quand je suis dans ces moments-là, où je marche dans la rue et je vais citer mon ami Lou avec qui j'ai fait une chanson récemment, on le fait très souvent. On va au restaurant, on marche à pied jusqu'à chez l'un, chez l'autre et on est complètement en fait dans la vraie vie. On sent le vent, c'est hyper bête mais on est à 100% dans notre corps. Et il y a Hmm. rien, il y a aucune vibration des réseaux sociaux qui nous atteint. C'est comme ça, je pense qu'il faut vivre au positif. C'est bien de trouver un équilibre avec les deux évidemment, mais c'est comme ça qu'il faut vivre, je pense. Tu connais par cœur les réseaux sociaux, tu pourrais mute les commentaires, mais en même temps, ça sert pour l'algorithme C'est ça. et être mis en avant. Paradoxe entre santé mentale et quête de visibilité, Ouais. tout ça est bien compliqué. Ouais, c'est un vrai paradoxe. La suite, Mmh. le Mmh. single à bout de souffle avec Lou. Ouais. Elle joue dans Molière avec Petit Homme, qu'on Ouais. a reçu. Ouais. Un superbe clip, raconte-nous. C'est une superbe histoire. Je suis tellement content de faire cette chanson-là avec Lou. C'est, Lou, mon soutien depuis que je suis sur Paris. On a aménagé ensemble en même temps. On devait faire une coloc. On n'a pas réussi à le faire parce que c'est compliqué de louer des bags à 2 étudiants, jeunes, artistes. Donc on a tous les 2 eu nos petits appartements, séparés, mais bon, on vit comme si on était en coloc. On est meilleurs amis, on est des soutiens, enfin, en fait, Lou, je ne me verrais pas à l'heure d'aujourd'hui vivre et continuer ma traversée artistique sans elle parce que elle vit quasiment la même chose que moi. Elle a vécu quasiment la même chose que moi. Et donc, en fait, il y a personne ici sur terre, qui me comprend mieux qu'elle, finalement. Et je n'ai pas besoin d'exprimer mes peines, elle les comprend parce qu'elle les vit. Et j'ai pas besoin aussi d'exprimer mes joies parce qu'elle les comprend aussi. Elle est avec moi dans ces moments-là. Cette chanson, elle coulait de sens. C'était juste évident. On l'a écrit ensemble. C'était notre première fois où, enfin, pour elle et comme pour moi, c'était nos premières fois à écrire entièrement seul, à monter un projet entièrement seul. Et donc, on a contacté notre réalisateur Jean-Charles Le Sieur pour faire
ce clip-là. Et d'ailleurs, je tiens aussi à préciser, parce que je parlais de quelqu'un qui m'a repéré à The Voice Kids, mais cette personne-là s'appelle Laurent Berthaud et c'est celui qui, à l'heure d'aujourd'hui, produit mon album. Hmm. L'histoire est belle, donc il y a des personnes qui sont très bienveillantes dans ce milieu-là et je tiens à le Les préciser. rencontres, absolument. Les rencontres, vraiment, c'est merveilleux et j'en suis extrêmement reconnaissant. J'adore Laurent. Et donc, c'est lui qui a produit la chanson À bout de souffle. On a fait toutes ces chansons-là ensemble. On a écrit le scénario ensemble et on a voulu faire une histoire, en fait. Nous deux qui adorons la comédie, elle qui est dans Molière, moi qui adorerais pouvoir me produire dans une comédie musicale ou dans un film. En fait, on a créé notre petit court-métrage ensemble et on a fait tout ça à deux. Je suis tellement content et je le reprécise, mais c'est beau parce que on a tellement eu l'habitude, en fait, d'être encadrés avec nos projets que là, le fait de pouvoir faire tout ça, enfin de nos propres moyens, c'était tellement merveilleux et j'espère en faire encore. Le single À bout de souffle. J'ai une question, Nova. Oui, Quelle est ta journée type? As-tu une hygiène de vie particulière pour, je le répète encore, tu es ouais, très très beau. Est-ce que tu merci. prends soin de toi, de tes cheveux? Est-ce que tu as une routine beauté? Est-ce que tu fais du sport? Quelle est ta petite routine au quotidien? Alors, ma journée type, alors pour être honnête, j'ai jamais de journée type, mais disons que oui, j'aime bien, je me réveille le matin, je vais prendre soin de mon visage avec ma skincare, je vais prendre soin de mes cheveux bouclés, c'est un grand entretien, je vais me maquiller et j'adore ça. Tu te maquilles tous les jours? Je me maquille pas tous les jours, non, parce que j'aime bien aussi laisser respirer ma peau et j'aime ma beauté démaquillée, même si je la montre pas très souvent. Mais oui, non, ça dépend ce que je vais faire dans la journée. Mais disons que j'adore prendre ce temps, en fait, qui est un peu introspectif pour se poser, mettre une vidéo, mettre de la musique et me maquiller, prendre soin de moi. Est-ce que Nova est un masque, un artiste? Est-ce que le jour où tu n'es pas en promo, Dylan, le garçon renaît? Hmm, je pense que c'est marrant parce que je l'avais jamais vu comme ça. Mais c'est possible. C'est fortement possible que ce soit un masque, mais j'aurais pas envie de dire un masque parce qu'un masque, ça paraît presque un peu négatif, tu vois. Je pense que c'est plus une couverture. Une couverture. C'est une couverture. Qu'est-ce que tu dirais au petit Dylan? Oh, waouh. Je pense que je lui dirais de se faire confiance et d'éviter de croire, enfin, d'éviter de- d'être autant une éponge. Parce que parfois, c'est bien aussi de garder ses énergies pour soi et euh, de s'aimer entièrement et de ne pas avoir honte de s'aimer. Parce que j'ai eu très souvent honte de m'aimer. Je pense qu'il n'y a aucune honte à, à aimer sa voix, à se défendre. Oh mon Dieu, oui, se défendre. Je lui dirais de se défendre, qu'il a besoin de personne. Si, il a besoin de gens, mais en vrai, on a besoin de personne. Mais on a quand Nova, merci pour ce délicieux moment. même À avec très grand plaisir. bientôt.